qui vont devenir un peu redondants pour celles et ceux qui sont ici depuis le début. Si vous avez des appareils électroniques, s'il vous plaît, mettez-les sous silence. Et au niveau des issues de secours, en arrière, par où vous êtes rentré, à ma droite ici, donc à votre gauche, il y a une fenêtre de secours. Puis attention de ne pas aller vous empiler dans le coin là, parce que ça ne sort pas. C'est par la porte ici. Et là, on tourne à gauche, qui a une issue de secours. Voilà. Alors, bienvenue pour ce 4e et dernier segment de notre fin de semaine, ce 3e forum annuel sur l'universalisme de la cure. Nous allons reprendre avec une conférence intitulée « L'importance d'affirmer l'universalisme dans notre Constitution ». Dominique Courtois est professeur de géographie. Il enseigne le cours Géographie de la justice mondiale et coordonne le programme Histoire et civilisation au Collège Bois de Boulogne. Accueillons M. Dominique Courtois. Donc, bonjour tout le monde. Merci Muriel, merci aux membres de la Cure pour cette invitation. Avant de commencer, je vais vous présenter mon premier contact avec la Cure, qui a été d'écouter le forum sur l'universalisme en ligne à l'invitation de Julie Guyot, qui est professeure d'histoire au Cégep Édouard-Montpetit, et qui avait co-signé cette lettre que j'avais rédigée sur l'importance de renforcer la laïcité et l'universalisme dans les cégeps pour éviter l'éclatement social, un thème dont on a parlé pas mal cette fin de semaine. J'en profite aussi pour remercier M. Campagna, qui a co-signé une lettre qu'on avait rédigée cette fois avec Maître François Côté et Vincent Vallée, intitulée « Un droit à la différence québécoise », deux sujets qui m'amènent à la présentation que je veux vous faire aujourd'hui. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, comme j'ai pu le faire en commission parlementaire le 10 décembre, la raison pour laquelle je pense qu'il est important d'inscrire l'universalisme dans la Constitution. Parce qu'un des rôles d'une Constitution, c'est de définir le cadre normatif pour une société et pour notre justice, c'est-à-dire définir l'ensemble des principes, règles et valeurs qui nous permettent de déterminer ce qui est juste. Je pense qu'il est important de le faire pour trois raisons. La première est que le cadre normatif de l'universalisme permet de clarifier le contrat social. C'est important parce que le discours public, comme on l'a dit cette fin de semaine, est de plus en plus polarisant dans les démocraties. Pour citer Denis Arcand, c'est comme si l'idée du bien commun était disparue du discours public. Je pense que de clarifier le cadre universaliste de notre justice offrirait des critères objectifs pour déterminer ensemble ce qui est juste, ce qui favoriserait donc le vivre ensemble. Ensuite, parce que des critères objectifs permettent d'équilibrer l'égalité puis la liberté et donc de protéger la pérennité de chacune, et ce, quelle que soit l'origine ou le statut des citoyens québécois. Finalement, ces critères objectifs permettent aussi de maintenir l'équilibre entre les droits collectifs et les droits individuels, et donc entre nos libertés et nos devoirs. J'ai développé cette réflexion dans le cadre de mon cours de géographie et justice mondiale, et le droit comparé est souvent basé sur les systèmes juridiques, comme le montre la synthèse que je vous montre ici de Juriglobe de l'Université d'Ottawa. Mais je ne suis pas juriste et mon cours ne compare pas directement la structure du droit, mais les caractéristiques sociales qui l'influencent, c'est-à-dire les différentes conceptions de ce qui est juste dans le monde, pour essayer d'expliquer les différentes injustices qu'on y retrouve. D'ailleurs, une division basée sur les simples systèmes juridiques n'aide pas à comprendre pourquoi la justice civiliste espagnole est beaucoup plus proche de la justice common law canadienne dans l'expérience de la justice qu'elle ne l'est de la justice civiliste chinoise. Comme l'indique le professeur de droit Thierry Rambaud, ce découpage de Juriglobe évacue le caractère idéologique du droit pour une vision plus structurelle. Mon cours cherche plutôt à comprendre d'abord pourquoi certaines décisions sont souhaitées et considérées justes dans un endroit ou dans un pays, alors qu'elles seraient considérées injustes ailleurs, pour ensuite observer comment ça influence le droit. Alors, dans ma première partie de cette présentation, je vais d'abord commencer par voir trois critères communs que partagent toutes les justices du monde pour établir ce qui est juste, ce qui va nous permettre de distinguer ce que l'universalisme a de révolutionnaire.
Ensuite, on va voir comment l'adhésion à cette justice universaliste a complètement transformé les indicateurs sociaux au Québec depuis la Révolution tranquille. Et on va poursuivre avec ce qui remet en question ce cadre normatif depuis les années 70, à travers le prisme de ces 3 critères partagés en justice dans le monde. On va conclure sur l'impact d'affirmer l'universalisme dans la Constitution. Alors, pour commencer cette première partie, on peut d'abord constater que partout dans le monde, l'objectif fondamental de la justice, c'est de maintenir l'ordre. On le fait en appliquant à une société une certaine conception de ce qui est juste, parce que même les tyrans ont intérêt à ce qu'il y ait une certaine adhésion à la justice ou à l'ordre qu'ils imposent. On peut distinguer 3 critères partagés par les justices d'Hammurabi en Antiquité jusqu'aujourd'hui. D'abord, la justice doit être basée sur ce qui est considéré valable. Par exemple, pour qu'une population accepte la validité d'une accusation, il faut d'abord s'entendre sur ce qui constitue une infraction. Si on base notre cadre normatif sur la religion, comme la religion mésopotamienne d'Hammurabi, ben il y aura pas, les infractions ne seront pas les mêmes que si on la base sur la religion chrétienne, par exemple. Ensuite, la justice doit être équitable. L'équité signifie de traiter également à moins d'une différence jugée valable. Ainsi, il faut traiter différemment les personnes coupables de ceux qui ne le sont pas pour être équitable. Et finalement, la justice doit aussi promouvoir ce qui est considéré moral. Le Code d'Hammurabi se détaille en fonction de ces 3 critères. Il est par exemple très explicite sur son devoir moral et l'épilogue de son code indique que son droit assurera que le fort ne prime pas le faible. Ces 3 critères sont inséparables, comme le montre le fameux jugement du roi Salomon, où Salomon propose de séparer un bébé en 2 pour le partager équitablement entre 2 femmes qui prétendent être sa mère. Ce jugement est mémorable parce que si le roi est juste équitable, ben, sans assurer le devoir moral de protection des vulnérables, c'est évident pour tout le monde que c'est injuste, à cause de la vulnérabilité de l'enfant puis de l'aspect immoral de la séparation du bébé. Donc, pour revenir à la justice d'Hammurabi, il est présenté avec Shamash, le dieu de la justice. Ce qui est jugé vrai et valable dans ce cadre normatif-là est très peu basé sur les faits empiriques. C'est principalement basé sur une explication métaphysique religieuse du monde et sur des dogmes qu'on n'a pas le droit de contester. Ces dogmes déterminent en bonne partie ce qui est considéré valable et donc ce qui est équitable et moral en conséquence. Sur la base de ces dogmes, on considère vrai et naturel qu'un homme n'est pas l'égal d'une femme, qu'un noble n'est pas l'égal d'un roturier ou qu'un sujet libre n'est pas l'égal d'un esclave, par exemple. Donc, ce serait inéquitable de traiter un homme comme une femme puisqu'on considère valable que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Dans cette version de la loi du talion, pour distinguer si une action est un crime ou un délit, il faut d'abord regarder le statut des personnes impliquées. Donc, tuer un esclave n'est pas nécessairement un crime, par exemple. Ces hiérarchies sociales, jugées valables entre hommes et femmes, nobles et roturiers, libres et esclaves, seront d'ailleurs pas contestées dans l'Ancien Testament ni dans le Coran, et le marché des esclaves n'est fermé autour de la Mecque que dans les années 60, et l'esclavage est aboli légalement en Mauritanie dans les années 80, par exemple. C'est des hiérarchies sociales très répandues partout dans le monde pré-moderne, du Japon à la Chine, aux États autochtones d'Amérique, aux États africains, ainsi qu'aux États européens, avant l'arrivée du libéralisme et de l'universalisme. Donc, ce type de justice est encore très présent dans le monde aujourd'hui. En Inde, par exemple, la Constitution prévoit que des karpanchayats, c'est-à-dire des tribunaux de conseil de village, peuvent gérer les questions de droit civil. Ces tribunaux de conseil de village condamnent encore avec la loi du talion, puis les dogmes religieux de ces tribunaux de conseil de village créent encore là-bas, comme ici au Canada autrefois, une hiérarchie entre les personnes et donc des sentences qui diffèrent selon le statut de la personne, en fonction de ce qui est équitable pour un homme ou pour une femme, ou de ce qui est équitable pour quelqu'un d'une caste supérieure ou quelqu'un d'une caste inférieure. Je vous montre ici un article sur 2 jeunes filles qui ont été condamnées au viol. 2 filles qui étaient innocentes de tout délit. Elles sont condamnées au viol à cause d'une histoire de mœurs sexuelles de leur frère avec une femme d'une caste supérieure. Dans une justice basée sur les dogmes religieux, la moralité sexuelle que nous, on associe aux questions de droit civil et qui sont associées aux questions de droit civil dans la Constitution indienne, bien, ça peut faire partie des crimes les plus graves parce que dans certaines doctrines religieuses, contredire les comportements moraux dictés par les dieux, bien, ça met toute la société en danger. Et donc, comme la justice dogmatique traditionnelle ne conçoit pas la personne d'abord dans son individualité, mais en fonction de son statut, bien, ce genre de sentence peut paraître juste. Bon, heureusement, en Inde, lorsque ces sentences sont confrontées à la justice officielle de l'État indien, elles sont annulées.
Mais c'est aussi le fonctionnement officiel de la justice en Iran. Donc, comme l'illustre l'exemple de ce jeune couple qui a été condamné à 10 ans de prison pour avoir simplement dansé en public, dans cette vision du juste encourager publiquement ce qui est considéré comme un péché moral de contact homme-femme, ça met toute la société en danger et donc c'est un crime. Bon, avant de poursuivre, je veux quand même rappeler que de très nombreuses personnes religieuses peuvent souhaiter une justice universaliste, comme celle pour laquelle a milité Gandhi, en bonne partie au nom de sa foi, justement, parce que l'aspect le plus important de leur foi pour ces personnes n'est pas constitué des dogmes et des interdits moraux, mais plutôt de la spiritualité et de l'exégèse, donc de la lecture critique et réfléchie des textes religieux. D'ailleurs, la conception d'une égalité entre êtres humains en doit beaucoup à de nombreux penseurs religieux. Donc, c'est un des exemples du fait que l'universalisme peut justement nous réunir. Alors, pour revenir à notre comparaison de la justice, on peut aussi comparer les justices dans le monde selon leur cadre normatif. Donc, les premières justices ont des cadres normatifs coutumiers ou religieux. Ce sont ce que les juristes appellent les justices traditionnelles. On trouve encore du droit coutumier officiel dans le monde, tel que des systèmes juridiques basés sur des coutumes féodales, par exemple. Pour ce qui est du droit religieux, le système juridique religieux le plus répandu aujourd'hui est le droit musulman, mais il existe aussi le droit canonique, il y a des droits hindouistes, des droits bouddhistes et des droits de toutes les religions. Alors, si je prends l'exemple du droit saoudien, il exige encore, selon les coutumes féodales, que les sujets prêtent serment en personne au roi. Alors, comme ça se fait difficilement avec des millions de sujets, les sujets ont serré les mains d'acteurs placés derrière des photos du roi pour tenter de respecter cette coutume juridique. Ainsi, comme l'Arabie saoudite pratique sa version de la charia, ça veut dire que le système juridique, le modèle national de justice saoudien est à la fois féodal et musulman. Du point de vue de l'état de droit, toutes les justices traditionnelles maintiennent une confusion des pouvoirs. Cependant, depuis l'époque des Lumières, certains États européens ont développé une séparation des pouvoirs. Le système juridique du common law, par exemple, a évolué au fil des siècles et des révolutions pour pouvoir se conformer à une conception libérale de la justice au Royaume-Uni. La conception libérale de ce qui est juste ne remet pas en cause l'explication métaphysique religieuse de ce qui est valable, mais son cadre normatif donne la priorité aux droits individuels et à la protection contre l'arbitraire. Et donc, on cherche à assurer la séparation des pouvoirs. Le problème est que la justice libérale sans cadre universaliste n'est pas incompatible avec des hiérarchies sociales et le maintien des hiérarchies sociales à travers la protection de droits, par exemple les privilèges de la noblesse, ou d'une hiérarchie jugée valable en fonction de coutumes ou de croyances. On peut penser au statut de la femme, jusqu'à tout récemment dans nos systèmes juridiques, comme au fait que les Autochtones ont eu le droit de vote seulement en 1960 au Canada. De la même manière, les coutumes ségrégationnistes ont été incarnées dans la loi aux États-Unis jusqu'en 1964. La même chose est possible avec la structure civiliste. Le Québec vient d'ailleurs de désigner comme événement historique la loi de 1964 sur la capacité juridique de la femme mariée, qui a mis fin à la pratique qui considérait les femmes mariées comme des mineurs au sens de la loi. C'est pourquoi le modèle national du Pakistan peut avoir un système juridique qui combine la structure du common law et certains principes libéraux avec du droit religieux musulman. Ce qui a permis à la justice libérale d'évoluer dans certaines cultures et dans certains régimes vers l'égalité et la liberté, c'est en grande partie l'adoption graduelle du cadre normatif universaliste après la Révolution française. Avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit français emploie pour la première fois un cadre normatif universaliste qui affirme que l'égalité est la seule façon équitable de traiter les hommes. Bien sûr, tous les dogmes ne sont pas tombés d'un seul coup. Malgré les efforts d'Olympe de Gouges, les femmes sont exclues dans cette déclaration. Ce que vient ajouter spécifiquement l'universalisme par rapport au simple libéralisme repose sur un grand principe. Le choix de la raison et des faits empiriques pour déterminer ce qui est valable, ce qui s'oppose à tous les dogmes, qu'ils soient coutumiers, religieux ou idéologiques. Comme l'indique Étienne Leroy, qui était anthropologue du droit à la Sorbonne, il reviendra à la philosophie des Lumières de donner à l'homme et à ses droits la place qui doit leur revenir dans la société moderne, où l'homme, selon la formule de Descartes, est maître et possesseur du monde. Il poursuit en rappelant « La Révolution française viendra couronner le tout d'une volonté d'invoquer plus hautement la raison ». Alors, on comprend mieux pourquoi l'universalisme est très redevable à la doctrine scientifique
à travers la description de l'universalisme scientifique qu'offre Robert King Merton dans son article « Science and Technology in a Democratic Order ». Alors, je me permets une traduction libre. L'universalisme considère que les prétentions à la vérité, quelle qu'en soit la source, doivent être soumises à des critères impersonnels. L'acceptation ou le rejet des propositions entrant dans le champ de la science ne doit pas dépendre des attributs personnels ou sociaux de leur auteur. Sa race, sa nationalité, sa religion, sa classe et ses qualités personnelles sont en tant que telles sans pertinence. L'objectivité exclut le particularisme. Donc, la doctrine scientifique issue des Lumières rend impertinentes les hiérarchies sociales basées sur des coutumes ou des dogmes religieux, d'abord pour déterminer ce qui est valable en science. Mais cette conception de ce qui est valable en science va éventuellement transformer la conception de ce qui est valable en justice. C'est la raison pour laquelle la démocratie moderne est complètement différente ou fondamentalement différente de celle d'Athènes dans ce qui est considéré vrai et juste. Ainsi, comme l'explique Matthias Malmann, professeur de philosophie puis de sociologie du droit à la faculté de droit de l'Université de Zurich dans son article « Normative Universalism and Constitutional Pluralism », je me permets encore une traduction libre, d'un tel point de vue, c'est-à-dire celui de l'universalisme comme cadre normatif, un homme est tenu de respecter le droit d'une fille à l'éducation, même s'il pense que cela va à l'encontre des normes importantes de sa morale coutumière patriarcale. Alors, comme j'ai pu l'écrire dans ma lettre à la presse sur la Constitution, cette conception universaliste du juste est donc une révolution par rapport à l'histoire occidentale et mondiale, dans laquelle les dogmes religieux ont toujours été considérés comme valables en justice. Ce rejet des dogmes explique que tous les citoyens soient égaux en statut, en dépit des hiérarchies sociales qu'imposent les religions ou les traditions, telles que la hiérarchie homme-femme de la Bible, par exemple. Aussi, substituer les morales religieuses par la morale universaliste, qui doit se limiter à ce qu'il y a de plus universel, c'est-à-dire la protection des vulnérables et la promotion du bien commun, et entre autres, ce qui a rendu possible l'égalité des personnes LGBTQ+. Donc, pour résumer, du point de vue des trois critères qui nous permettent de déterminer ce qui est juste, l'universalisme se distingue d'abord en déterminant ce qui est valable avec la réalité empirique seulement, le refus du dogmatisme. C'est une des raisons pour lesquelles le principe de la laïcité de l'État est incontournable. Elle se distingue donc ensuite en jugeant qu'en conséquence de cette réalité empirique, la seule façon d'être équitable est de traiter également, quel que soit le statut des personnes. Et enfin, que la seule morale à promouvoir par la justice est la protection des vulnérables et la promotion du bien commun. Alors malheureusement pour la France révolutionnaire, dans le contexte de la Révolution, la séparation des pouvoirs ne s'installe pas, puis l'égalité et la raison n'ont pas pu être protégées, ce qui a donné d'abord la terreur, puis après ça, l'empereur Bonaparte. Donc, l'égalité de l'universalisme s'est seulement affirmée progressivement. Avant que l'humanité en parvienne en 1948 à l'adoption par l'ONU de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme la protection de l'égalité issue de l'universalisme, il aurait fallu attendre que libéralisme et universalisme s'influencent et se peaufinent, et donc qu'il y ait une progression graduelle et continue de la conception libérale du droit, par exemple avec des chartes britanniques comme l'Habeas Corpus ou le Bill of Rights, qu'il y ait des changements révolutionnaires, comme la séparation de pouvoir de la Révolution américaine, l'égalité issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'il y ait en parallèle à ces changements révolutionnaires une progression des connaissances scientifiques, puis une augmentation de leur diffusion depuis le 18e siècle, que finalement cette progression de la science permette une bonification de notre compréhension puis de nos capacités pour protéger les vulnérables. Ensemble, cette combinaison de facteurs permet que puisse être enfin proposée la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, bien qu'elle ait été adoptée malgré l'opposition initiale ou l'abstention de l'Afrique du Sud, de plusieurs États communistes, d'États attachés aux hiérarchies sociales traditionnelles comme le Honduras ou l'Arabie saoudite, par exemple. Il est aussi très important de comprendre qu'il aura fallu l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, issue des traitements inhumains de la conception dogmatique de la justice nazie puis du suprémacisme japonais, pour donner une chance à cette conception universaliste du juste de pouvoir s'affirmer. Car même sans déclarer sa validité issue de la doctrine scientifique, l'égalité est controversée parce que les coutumes et les idéologies modernes ou traditionnelles emmènent encore large dans le monde. Alors, avec ce portrait de l'originalité du cadre normatif universaliste, l'idéologie nazie nous rappelle que des idéologies modernes produisent aussi des conceptions du juste qui justifient la confusion des pouvoirs et des nouvelles hiérarchies entre des personnes.
Elles peuvent être autoritaires ou fascistes, avec des systèmes juridiques civilistes ou common law, comme c'est le cas aujourd'hui au Turkménistan ou au Zimbabwe. Mais la plus influente aujourd'hui est la justice communiste, basée sur des dogmes staliniens, comme en Chine ou au Vietnam, qui vaut la peine d'observer en contraste avec l'universalisme. Alors, la justice communiste chinoise instaure officiellement un cadre normatif qui maintient une hiérarchie entre les individus et qui oblige le respect de dogmes, comme l'exprime le premier principe du préambule de leur constitution, c'est-à-dire le respect de l'idéologie marxiste-léniniste et de la pensée de Mao Zedong et de Xi Jinping. Ainsi, comme dans le droit religieux, ce droit communiste étant basé sur des dogmes, les remettre en question constitue donc un crime, ce qui permet des condamnations criminelles pour corruption culturelle, ce qui est très proche des condamnations pour corruption sur terre dans certains droits religieux, comme en Iran par exemple. C'est d'autant plus important de le comprendre aujourd'hui parce que le rappeur iranien Tatalou, qui a été condamné à mort pour corruption sur terre en Iran, à propos de paroles jugées blasphématoires, a été extradé à partir de la Turquie, qui est notre partenaire dans l'OTAN, et que le gouvernement chinois est de plus en plus actif au Canada. Je termine cette présentation des principaux cadres normatifs en rappelant que les régimes dogmatiques nazis ou communistes ont aussi voulu invoquer la science pour mieux asseoir l'autorité de leurs dogmes. Mais comme le dogmatisme est l'antithèse de la doctrine scientifique, plutôt que d'accepter de tirer des conclusions dictées par les faits, ils sont partis de leurs dogmes et de leur hiérarchie sociale et de leurs principes moraux pour dicter à la science ce qui est valable. L'exemple de la génétique mitchourienne en est un cas célèbre, où la génétique généalogique est devenue interdite en URSS au profit de l'hérédité acquise par l'environnement, qui se conformait mieux, elle, au dogme stalinien. Ça peut nous paraître absurde aujourd'hui, mais nous y sommes aussi vulnérables. Plusieurs de nos désirs moraux actuels entrent parfois en conflit avec l'état des connaissances scientifiques et nous n'utilisons pas toujours le principe de précaution qui devrait s'y appliquer en justice. Comme dans le cas où notre justice a envoyé des hommes dans des prisons pour femmes sur la simple base d'une autodéclaration qu'ils s'identifiaient comme des femmes. Ou comme dans le cas des compétitions sportives où des personnes de sexe biologique masculin ont pu compétitionner avec des femmes biologiques. L'acceptation de ces demandes-là, si elles ne sont pas bien assises sur les faits empiriques, elles alimentent le sentiment que les droits issus de l'universalisme ne sont pas plus objectifs que les autres, ce qui ouvre la porte à ce qu'on les remette en question. Mais avant de poursuivre avec ce qui remet en question l'universalisme, je veux d'abord présenter dans cette deuxième partie comment l'adhésion exceptionnelle de la société québécoise aux principes universalistes avec la Révolution tranquille a complètement bouleversé nos indicateurs sociaux. Alors, selon René Cassin, un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut diviser nos droits en 4 grands piliers qui soutiennent notre liberté. D'abord, les droits fondamentaux. Ensuite, les droits civils et politiques, les libertés publiques et politiques fondamentales, et finalement, les droits économiques et sociaux. Alors, ce dernier pilier, il est nouveau par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces droits économiques et sociaux sont d'abord issus de la progression de nos capacités pour protéger les vulnérables et favoriser le bien commun, mais ils sont aussi redevables à l'influence des pays communistes. Cependant, de nombreux pays qui ne sont pas communistes, comme Singapour ou les pays scandinaves, en ont fait un des piliers les plus importants de leur modèle de justice. Avec la Révolution tranquille, les Québécois se sont aussi donné une plus grande protection de ces droits économiques et sociaux que la moyenne nord-américaine. Donc, vous le savez, la Révolution tranquille commence graduellement, tant économiquement avec l'apparition des caisses populaires pour contourner le blocage banquier, que politiquement avec des mouvements comme la Ligue des droits de la femme, par exemple. Au cœur de la Révolution tranquille, il aura fallu se libérer de nos propres dogmes religieux, comme des dogmes coutumiers coloniaux, et que le Québec se réclame du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour cesser d'être un des États les plus inégalitaires de l'Amérique. Les droits collectifs de la nation québécoise sont confirmés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais aussi celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est la dimension collective des droits issus de l'universalisme. Cette adoption de l'universalisme, qui est à l'origine de nombreuses politiques qui ont sorti les Québécois de la misère, a aussi permis d'affirmer notre différence. Alors, ces transformations expliquent un revirement à 180 degrés des indicateurs sociaux du Québec par rapport à la situation avant la Révolution tranquille.
Le Québec est, de manière très étonnante, parti d'un des États les plus inégalitaires de l'Amérique du Nord à devenir l'État nord-américain avec la meilleure espérance de vie, le plus haut taux d'emploi des femmes. Il détient le plus bas taux de pauvreté infantile au Canada. Il détient un taux d'alphabétisation des jeunes plus élevé que la moyenne canadienne. Il a un des systèmes d'éducation supérieure les plus accessibles en Amérique du Nord, puis est un modèle pour l'éducation à la petite enfance. Il a finalement les grandes villes les plus sécuritaires au Canada. Mais, comme j'ai pu le présenter dans ma lettre intitulée « Le Canada et la Russie, deux géants éteignoirs de nations », le Canada n'a pas adéquatement réagi du point de vue universaliste à la poussée de liberté puis d'affirmation de la nation québécoise, comme de celle moins étatique des nations autochtones d'ailleurs. Il s'y est mal pris de deux façons. D'abord, en renforçant sa dimension unitaire puis en concentrant les pouvoirs et les revenus à Ottawa, mais aussi en développant un cadre normatif juridique qui priorise les libertés individuelles sur les droits collectifs des nations canadiennes. Alors, le Canada a choisi de placer les droits et libertés individuelles au cœur de sa loi constitutionnelle de 82. Mais il n'a jamais fait l'équivalent avec une charte pour les droits collectifs des nations canadiennes. Il n'a jamais explicitement assumé l'universalisme qui est à l'origine des droits. Il n'invoque que la justice libérale du respect de la règle de droit, pas le devoir d'invoquer plus hautement la raison comme fondement de ce qui est juste. Et donc, la seule phrase du préambule de la Charte canadienne des droits et libertés l'illustre clairement. Elle se lit comme suit. « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. » De plus, la loi sur le multiculturalisme de 1988 pousse le pays vers un idéal communautariste qui a été interprété avec le temps et particulièrement par le clan Trudeau comme permettant la négation de la réalité empirique d'un pays basé sur des nations canadiennes. Alors, l'obligation dans le multiculturalisme de traiter les personnes d'abord en fonction de leur statut, issu de leur appartenance à une communauté culturelle, ça s'accorde bien avec le système inégalitaire des réserves autochtones. Ainsi qu'avec les hiérarchies sociales encore comprises dans la loi sur les Indiens, parce que si on cherche à parler de discrimination systémique, bien, dans le système canadien, dans la loi sur les Indiens, il y a des éléments très discriminatoires, comme le fait que quelqu'un qui habite sur une réserve et qui est autochtone a besoin de l'accord du ministre des Affaires autochtones pour son testament. Alors, cette logique multiculturaliste, elle ouvre la porte à d'autres types d'injustices, en tout cas du point de vue universaliste, tel que le cas qui a fait le tour du monde de l'autodafé de livres dans des bibliothèques ontariennes. Ainsi, Susie Kiles, la coprésidente de la Commission autochtone du Parti libéral du Canada, a commandé le retrait de milliers de livres après avoir été chargée par des écoles ontariennes d'évaluer la moralité des ouvrages de leur bibliothèque. Elle avait justifié son autorité en parfaite opposition au cadre normatif universaliste, mais en parfaite cohérence avec celui du multiculturalisme. Elle a affirmé que les gardiens du savoir comme elle, qui mémorisent la connaissance transmise oralement, sont plus fiables que les archives écrites. Alors, le fait que ces origines autochtones se soient avérées fausses ne change pas qu'il est objectivement démontrable que les transmissions orales ne sont pas plus fiables. Mais si on oublie de se baser sur ce qui est empiriquement vrai pour déterminer ce qui est valable et que l'on souhaite respecter les dogmes traditionnels, on va faire des graves erreurs au sens universaliste, même s'il s'agit de dogmes de cultures qui sont vulnérables, comme les cultures autochtones au Canada. Ce cadre normatif multiculturaliste, qui tente de respecter les dogmes traditionnels de toutes les cultures, peut aussi entraîner de graves atteintes aux droits fondamentaux. Le cas de Yasmine Mohamed est un cas d'espèce. Cette jeune femme qui se faisait battre par son beau-père intégriste pour le port du voile a décidé à 12 ans d'en alerter les autorités canadiennes. Elle a raconté à un juge les coups qu'elle recevait, elle lui a montré les brûlures qu'elle avait, elle lui a dit son refus de vivre voilée. Le juge lui a répondu « Ce sont des pratiques courantes dans votre communauté, nous ne voulons pas interférer ». On est donc à l'opposé du cadre normatif universaliste décrit par le professeur Mahlman. Bien sûr, ça pourrait être seulement un cas anecdotique avec un juge qui commet une faute grave, ça peut arriver partout. Mais comme le montre l'exemple précédent sur la moralité des ouvrages dans les bibliothèques, ou comme le montre sinon l'exemple d'un dépliant qu'on avait reçu quand je travaillais au service d'urgence du 911 à la Ville de Montréal, bien, c'est un cadre normatif qui s'est installé à tous les niveaux.
Quand je travaillais comme étudiant à la Ville de Montréal au 911 au début des années 2000, on avait reçu un feuillet qui demandait aux policières de céder leur place à leurs collègues masculins pour parler avec des hommes juifs orthodoxes. Pour le multiculturalisme, il s'agit d'un devoir moral pour respecter les dogmes de communautés vulnérables, surtout s'il y a peu de cas. Mais pour l'universalisme, les dogmes religieux, qui n'ont aucune base empirique valable, n'ont rien de valable pour remettre en question le principe de l'égalité homme-femme. Le droit à une opinion n'oblige pas la justice à la respecter. Par contre, la justice a le devoir de respecter le principe de l'égalité homme-femme. Alors, si ces distorsions sont possibles par rapport au principe universaliste, alors qu'on protège les droits, c'est en partie parce qu'on oublie la fondation sur laquelle s'appuient les colonnes du Temple des droits fondamentaux. Cette colonne est constituée des 3 derniers articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, soit l'article 28. Toute personne a droit à ce que règne un ordre social tel que les droits et libertés puissent trouver plein effet. Autrement dit, ces droits et la pérennité de ces droits, le maintien de ces droits, ça dépend d'un ordre social et juridique basé sur un cadre normatif universaliste. L'article 29. Le libre développement n'est possible qu'avec sa communauté. L'individu a donc des devoirs en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui. Autrement dit, le beau-père de Yasmine Mohamed avait un devoir de respecter le droit de sa fille de ne pas subir de violence ou de contrôle coercitif, même si ça ne correspond pas à ses valeurs personnelles. Et finalement, l'article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité visant à la destruction de ses droits et libertés. Autrement dit, le Canada ne devrait pas avoir une politique qui compromet le respect des faits empiriques et de l'égalité en justice selon le statut culturel des individus. Donc, la protection des droits est incompatible avec un ordre social et une justice qui respecte des dogmes comme ceux de Susie Kiles ou du beau-père de Yasmine Mohamed ou des hommes juifs orthodoxes qui refusent de parler à des policières. Donc, cette fondation est malmenée par le cadre normatif multiculturaliste et c'est pourquoi nous nous sommes égarés de ce que décrit le professeur Malman. La jurisprudence européenne est beaucoup plus en phase avec l'importance des 3 derniers articles de la Déclaration. Car même si une personne choisit ou consent à un comportement qui remet en question l'égalité, on interdit ce comportement pour maintenir l'ordre social qui permet l'égalité. Dans le cas célèbre de la décision du Conseil d'État français portant sur l'interdiction d'un événement de lancer du nain, le Conseil a statué « La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation proscrit les traitements inhumains ou dégradants. » Alors, même si l'homme en question était consentant, la Cour a statué qu'on ne peut pas abandonner notre dignité, puisque ce droit est inaliénable, ce qui est essentiel à l'ordre public. Donc, entre parenthèses, je mentionne quand même que les pays européens ne sont pas non plus irréprochables dans le maintien d'un ordre social qui protège l'universalisme. En laissant se développer des ghettos où s'imposent au quotidien d'autres cadres normatifs, ils ont eux aussi de la difficulté à défendre l'universalisme, ce qui amène les polarisations extrêmes, par exemple dans le climat politique français dont on parlait ce matin. Pour revenir au Canada, comme j'ai pu le présenter dans mes lettres, un beau risque 2.0 et un référendum des plus essentiels à la souveraineté, ou même la création d'Équipe Québec, un électrochoc dont le hockey a besoin, bâtir un Canada post-national sur le multiculturalisme et donc l'effacement des nations endémiques et de leurs droits collectifs, ça transforme le Canada en simple miroir de la mondialisation, ce qui a rendu le pays beaucoup plus dépendant de la culture américaine et ce qui a diminué notre rendement jusque dans notre sport national. De plus, ça a augmenté la tendance mondiale d'un repli vers des cadres normatifs traditionnels. D'abord par simple réaction à la disparition d'un ordre social cohérent au Canada à cause du multiculturalisme et du post-nationalisme. Alors, si le Canada n'a pas de cadre normatif cohérent à proposer à ses citoyens, les religions puis les coutumes traditionnelles en ont, eux, des traits clairs à proposer. D'ailleurs, on voit que les jeunes cherchent des cadres normatifs pour établir ce qui est juste et qu'à défaut d'un cadre normatif universaliste cohérent, ils se tournent vers des cadres normatifs qui peuvent l'être, soit des cadres normatifs religieux, le masculinisme, le racialisme ou autre chose. Alors, ce post-nationalisme,
Il renforce donc le repli vers des cadres normatifs traditionnels que favorise de toute façon partout le brassage culturel de la mondialisation. Comme l'explique l'anthropologue Michel Sirois, qui est avec nous et que je salue et dont les écrits m'ont beaucoup aidé à rédiger mon mémoire pour la Constitution. Alors, merci Michel. Je me permets de te citer pour expliquer comment la mécanique de la mondialisation renforce un repli vers les cadres traditionnels. Aujourd'hui, plusieurs populations se sentent souvent tiraillées entre modernité et tradition parce que les sociétés sont de moins en moins homogènes. La perte de l'homogénéité culturelle des sociétés qu'entraîne l'intégration de tous les migrants fait surgir des peurs identitaires. Cela est ressenti de façon encore plus intense dans les villes parce qu'en absorbant de plus en plus de migrants, elles deviennent gigantesques et se densifient sans cesse, ce qui nécessite une restructuration des rapports sociaux. Alors, ce mécanisme décrit par Michel affecte naturellement toutes les régions du monde, ce que j'ai décrit de la façon suivante dans ma lettre intitulée « Le 21e siècle au Québec sera religieux ou ne sera pas ». Depuis la chute de l'URSS, l'intégrisme religieux est l'idéologie qui cautionne la majorité des dictatures et des conflits dans le monde. En Russie, par exemple, Vladimir Poutine appuie son autorité sur l'orthodoxie chrétienne et musulmane, autour d'une hiérarchie sociale qu'on peut désigner d'abrahamique. D'ailleurs, ce n'est pas à exclure ce genre de hiérarchie dans l'avenir du Canada, là. Dans cette hiérarchie abrahamique, les hommes dominent les femmes. Hein. La violence conjugale a été décriminalisée en Russie depuis 2017. Mais ils excluent aussi les homosexuels et les impies. Hein. Donc, sa guerre en Ukraine serait entre autres justifiée pour sauver cette façon-là de concevoir le monde. Son ami Donald Trump se présente lui aussi comme un messie pour les fondamentalistes et pour les évangélistes. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la région du monde qui regroupe le plus grand nombre de pays intégristes qui donc appliquent une justice religieuse dogmatique, rien ne semble pouvoir stopper les guerres de religion. L'intégrisme se répand d'ailleurs partout, comme une guerre mondiale contre l'universalisme, la laïcité puis l'égalité. Même l'Inde, la plus populeuse démocratie du monde, est gouvernée depuis 2014 par un parti hindouiste intégriste dont le chef, Narendra Modi, est accusé d'avoir toléré des massacres confessionnels. Malheureusement, au Canada, on espère à tort que la simple protection juridique de liberté individuelle va empêcher que notre pays embarque dans cette conception de la justice. De plus, le Québec est particulièrement vulnérable à un retour vers ses dogmes traditionnels dus à la mondialisation. D'abord parce qu'il est exceptionnellement urbain, 50% de notre population vit dans le Grand Montréal. Et ensuite parce qu'il reçoit un nombre d'immigrants par habitant qui est parmi les plus élevés dans le monde. D'ailleurs, comme enseignant de cégep, je suis témoin de cette transformation sociale que j'ai résumée dans ma lettre, co-signée par plus de 60 enseignants, sur l'importance de renforcer la laïcité et l'universalisme dans les cégeps. Malheureusement, ce recul de l'universalisme ne se limite pas aux mécanismes de migration de masse de la mondialisation, puis aux politiques spécifiques du Canada. Dans cette troisième partie de la présentation, je vais vous présenter comment le cadre normatif multiculturaliste canadien s'appuie sur deux phénomènes globaux qui minent l'adhésion à l'universalisme. Alors, je vous propose de décrire comment le postmodernisme et le relativisme culturel s'y opposent parfois, à travers ce qui est considéré valable, équitable et moral, pour ensuite expliquer pourquoi le néolibéralisme est le principal responsable de ce recul de l'universalisme. Alors, pour ce qui est du postmodernisme, comme l'a souligné le professeur Normand Baillargeon, surtout à partir des années 70, on commence à rejeter les principes du siècle des Lumières et l'idée même d'une vérité scientifique que l'on associe à un simple méta-récit occidental qui n'a rien de plus valable que la métaphysique religieuse d'Hammurabi ou de n'importe quel mythe ou religion. La science est donc discréditée comme vérité universelle et objective. On se concentre alors sur les différences et on observe la justice à travers le prisme des rapports de force, ce qui se joue entre tous les groupes différents. Et là, à travers cette façon-là de considérer ce qui est valable, l'équité devient le renversement de ceux qui sont considérés dominants. Cette relativité de la vérité, tout comme l'intersection des discriminations, c'est logique et c'est intéressant, sauf si on l'interprète dogmatiquement, ce à quoi le rejet de la science ouvre naturellement la porte. D'ailleurs, pour certains, la moralité que doit promouvoir la justice devient précisément l'idée de lutter contre la science et l'universalisme et de refuser d'invoquer plus hautement la raison pour questionner les opinions et les dogmes. Et donc, finalement, on se base sur le statut de la personne, surtout en fonction de l'intersection des discriminations, pour déterminer qu'est-ce qui est valable. Cette vision de ce qui est juste
a mené à confondre genre et sexe biologique au Canada, comme ça a mené à l'adoption de peines adaptées selon la race. Même si les peines adaptées selon la race, ça ne règle rien factuellement aux causes de la surreprésentation des gens dits racisés en prison. Et même si ça crée objectivement des nouvelles injustices pour les victimes les plus vulnérables, car naturellement, les femmes autochtones verront les crimes commis contre elles avoir moins de conséquences puisque ceux-ci seront majoritairement commis par des hommes de leur communauté, donc des hommes autochtones. Et là, on voit, si on revenait à mon tableau, que dans le fond, en se séparant de la raison, on commence à effriter l'état de droit, là, qui est le partenaire libéral de l'universalisme. Quant au relativisme culturel, proche du postmodernisme, sa prémisse est que nos idées ne sont vraies que dans le cadre de notre culture. Ça a mené plusieurs personnes à dire que l'universalisme, mais dans le fond, c'est juste une valeur, c'est quelque chose de culturel, c'est occidental, et donc c'est essentiel d'expliquer pourquoi cette prémisse est fausse. D'abord, puisque la science fonctionne sur une banque de connaissances qui est développée par des chercheurs de toutes les cultures, donc la science et son corollaire universaliste appartiennent à tous, pas juste aux occidentaux. Et ensuite, parce que cette banque de connaissances est bien la seule chose qui est vérifiable au-delà des frontières culturelles. Mais aussi parce que l'universalisme s'oppose autant aux traditions occidentales qu'aux traditions d'ailleurs. Et comme l'a répété Maître Christian Pelcha, même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les acteurs non occidentaux sont essentiels. C'est pas Eleanor Roosevelt qui voulait inscrire le mot femme dans la déclaration, ce sont des femmes indiennes et pakistanaises qui ont assuré que ce soit là. Alors, pour illustrer pourquoi le relativisme culturel ne doit pas supplanter l'universalisme, je vais citer encore le professeur Mallmann. Il existe de nombreuses influences culturelles sur les êtres humains, mais l'identité éthique d'une personne n'est pas nécessairement le simple reflet de sa culture. Au contraire, le raisonnement humain est la source ultime des croyances éthiques. La réflexion critique peut dépasser les paramètres donnés par l'histoire et par la culture, comme l'indiquent les nombreuses étapes vers la reconnaissance des droits des femmes et jusqu'à la défense des droits humains. Ainsi, le relativisme culturel devrait donc servir à rappeler que chaque nation a le droit de maintenir et de partager ses traditions culturelles qui ne sont pas discriminatoires. Donc, au Québec, on peut continuer de promouvoir le français, on peut continuer de partager nos activités culturelles, telles que les manifestations culturelles issues des célébrations de Noël, par exemple. Comme l'a bien expliqué Maxime Pedneau-Jobin, après la sortie d'un rapport du Sénat qui qualifiait les célébrations de Noël de discriminatoires, confondre rite religieux et manifestations culturelles, c'est donner à la religion une place qu'elle n'a plus et qu'elle ne doit plus occuper. Il faut valoriser les cultures. J'ajouterais personnellement qu'offrir dans l'espace commun au Québec, au nom d'un égalitarisme dogmatique, le même espace à la culture québécoise qu'on l'offre à la culture de toute région du monde et de toute personne qui se trouve au Québec, ça serait une grave injustice qui appauvrirait l'écosystème culturel mondial. Parce que si la culture québécoise n'a que cette niche écologique-ci pour vivre, ce n'est pas le cas pour la culture indienne, pour la culture chinoise ou pour la culture marocaine ou autre. Mais puisqu'on n'a pas été capable de correctement expliquer la fondation scientifique et non exclusivement culturelle ou basée sur des valeurs des droits humains, on a ouvert la porte à leur remise en question par l'entremise du relativisme culturel. Et cette remise en question, elle sert les intérêts de ceux qui voudraient continuer à faire du business avec les pays qui ne protègent pas les droits fondamentaux. Ce qui a aussi permis d'avancer l'agenda du néolibéralisme économique. Cette idéologie, elle prétend que rien ne doit empiéter sur la liberté du capital et donc qu'on doit ignorer les impacts empiriques négatifs de cette liberté. L'impact du néolibéralisme sur les injustices est immense et donc je vais terminer ce portrait des remises en question de l'universalisme avec ça. Parce que ça s'accommode bien de la remise en question de l'objectivité par le postmodernisme et ça permet d'éviter les devoirs et responsabilités de protection des droits fondamentaux. Alors, si vous me permettez, comme géographe, je vais vous proposer un schéma de l'impact du néolibéralisme dans la mondialisation. La mondialisation, après tout, ce n'est que l'accélération des échanges entre les sociétés humaines. Et donc, naturellement, c'est une grande force d'uniformisation, à travers, par exemple, la construction du droit international et de ses organisations, mais aussi à travers le partage d'idées, de moyens de production et de médias de masse. Cette uniformisation a favorisé la propagation des droits issus de la doctrine universaliste, et donc le monde est devenu progressivement moins violent. Ça a offert des habiletés individuelles accrues, ce qui a augmenté la capacité des gens à faire des contre-pouvoirs citoyens, puis ça a favorisé donc l'ordre et la diversité dans le monde. Mais en uniformisant l'économie, c'est donc aussi une grande force d'hégémonie du marché. Ce marché aurait pu rester soumis aux protections des droits fondamentaux, comme aux principes scientifiques de précaution qui exigent la préservation des écosystèmes naturels et culturels, mais ça n'a pas été le cas parce que ça aurait nui à la concentration de la richesse.
Particulièrement depuis l'arrivée de Thatcher et de Reagan, les forces dominantes du droit international ont été utilisées pour imposer une conception dogmatique qui a amené une concentration de la richesse et une montée des inégalités qui sont de véritables forces de désordre. Pour l'illustrer, je vais citer l'économiste Joseph Stiglitz. Les intérêts d'affaires se sont efforcés de donner à la mondialisation une forme incompatible avec les valeurs fondamentales. Le fait que les normes de travail n'ont pas été intégrées au commerce international en dit long sur la façon dont on gère aujourd'hui la mondialisation. La tâche des négociateurs occidentaux est claire, le mot équité ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ce néolibéralisme n'affecte pas juste les pays pauvres, ça affecte aussi les pays dont il origine, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Comme nous l'avons écrit dans la lettre « Un droit à la différence québécoise », la déroute des droits collectifs économiques et sociaux qui résulte du néolibéralisme aux États-Unis explique une chute dramatique de leurs conditions de vie. Thatcher prétendait même que la société n'existe pas. C'est une déclaration empiriquement aberrante, mais très utile pour se débarrasser des devoirs qui nuisent à la concentration de la richesse. La montée des inégalités aux États-Unis explique que les Américains cherchent un autoritarisme chez Trump qui pourrait redresser leur justice. J'ajouterais que son gouvernement est une véritable collection de remises en question de l'universalisme, d'abord traditionnel, avec son président du Congrès qui veut faire une république biblique, mais aussi postmoderne, avec son secrétaire à la santé qui remet en question toute la doctrine scientifique. Donc, cette hégémonie du marché puis cette concentration de la richesse ont mené à un affaiblissement des États-nations, à la perte de nos droits économiques et sociaux, ce qui a poussé les populations à se tourner vers des chefs plus autoritaires et des dogmes, souvent religieux, qu'ils espèrent pouvoir redresser la justice. Ultimement, malheureusement, ça augmente les conflits et les injustices. Comme je l'ai écrit dans la lettre, miser sur le Québec pour contrer l'autoritarisme et ordonner la démondialisation, je pense que le Québec a des caractéristiques uniques pour lui permettre de réconcilier universalisme et mondialisation. Les succès de Mathieu Lacombe, qui a pu faire actualiser la Convention sur la diversité culturelle pour inclure les plateformes numériques, l'illustrent parfaitement. J'ai bientôt fini, j'arrive à la conclusion. Donc, pour conclure, je pense que la crise de polarisation puis d'inégalité dans les démocraties, elle vient de l'absence d'un cadre normatif cohérent. Les droits ne vivent pas sans ce cadre normatif. Si on ne peut pas hiérarchiser les droits entre eux, il faut tout de même respecter une hiérarchie dans notre justice. Notre justice a le devoir de faire primer le respect des faits empiriques pour encadrer les droits et libertés. Ainsi, inscrire l'universalisme dans la Constitution clarifierait notre contrat social adopté depuis la Révolution tranquille et guiderait nos citoyens pour comprendre comment gérer les antagonismes entre nos droits. Je termine aussi en disant que je pense que dans le contexte de la mondialisation, créer un cours complémentaire obligatoire dans les cégeps de comparaison de la justice permettrait de mieux faire comprendre le choix de l'universalisme à nos jeunes, ce qui est très important évidemment, parce que comme l'a rappelé le géographe Rodolphe de Koninck à propos de l'Allemagne nazie, c'est pas parce qu'une société est plus éduquée et plus croyante qu'elle est nécessairement plus juste. Merci pour votre écoute.